Bonjour. En 1987, Bernard Arnault achète le nom de Christian Lacroix et fonde avec le couturier sa maison de couture. Depuis, il s'est fait l'interprète d'une certaine influence arlésienne et on a cru tout comprendre de ce couturier assez complexe. Un livre sorti il y a quelques semaines intitulé « Qui est là ?» répond en partie à la complexité du personnage. On va voir dans ce spécial atelier de la mode autour de Christian Lacroix comment il peut répondre à ça. Et puis une information aujourd'hui nous dit que l'activité couture a été cédée par LVMH à un groupe américain. On va tenter de comprendre mieux avec celui qu'on accueille maintenant, Christian Lacroix. Bonjour Christian. Bonjour. Et avec vous, on va tâcher d'éclaircir ce scoop. C'est un vrai scoop. Moi qui disais dans le bouquin que j'aimais être étonné tous les matins, je suis servi aujourd'hui. Bon, en attendant, on va quand même vous suivre à travers des films sur le territoire de votre enfance, en Arles. Et puis après, comment d'Arles, vous allez à Montpellier, puis à Paris, où il y a des rencontres déterminantes qui vont se faire, notamment avec votre épouse, Françoise Lacroix, qui va nous rejoindre en cours d'émission. À 37 ans donc, vous fondez la maison de couture. On va comprendre un petit peu le mécanisme de tout ça jusqu'à aujourd'hui, précisément. Et puis au-delà de la mode, il y a votre passion des costumes, de théâtre, de chanteurs, de danseurs. C'est aussi une chose qui a un rapport... C'est du design, enfin, c'est un mot bien pratique qui nous vient d'Angleterre, mais c'est vrai que ça peut recouvrir aussi bien des costumes de scène que tout ce que je peux faire par ailleurs. Et tout ce que vous pouvez faire justement par ailleurs, il y a d'immenses, c'est très difficile, une longue liste de collaborations extrêmement diverses et on va voir comment tout ça nourrit une espèce de voyage imaginaire. Pour l'instant, on va en Arles, regardez, en Arles, c'est comme ça qu'on dit ? Il paraît. J'aime mieux à Arles. Alors on va à Arles, regarder comment grandit l'enfant Christian Lacroix. Je pense qu'il ne devait pas être un enfant normal. J'ai toujours pensé qu'il devait être un enfant d'abord très mûr, très curieux, à mon avis très secret. Donc je pense que ce n'était pas un petit garçon traditionnel dans la cour de l'école, quoi. Jean-Jacques Picard, associé pendant 13 ans de Christian Lacroix, est un de ceux qui le connaissent le mieux. Il devine l'enfant mystérieux, un enfant du Sud qui s'est inventé un terrain de jeu, Arles, la ville où il est né en 1951. Une aubaine pour une imagination fertile. Au musée Arlatan, il trouve des croix, des crèches, des ex-voto, des costumes peints, des masques étranges. La ville est un décor, dans la pierre le passé défile. Et lorsqu'il se retrouve en famille, il fixe le présent en dessinant ses proches. Il a une façon de se mettre comme ça, presque dans un coin déjà enfant, et de regarder comme un cinéaste. Moi, j'aime beaucoup sa façon parfois de décrire des scènes d'enfance, et qui sont, s'il était caché, et qu'il savait déjà qu'il allait l'utiliser plus tard. Christian Lacroix grandit dans un milieu cultivé, d'une grande ouverture d'esprit. Chez lui, on aime autant avoir des discussions politiques, chanter le répertoire lyrique, que raconter des histoires insolites. Son père a gardé la discrétion et la distance de ses origines cévenoles. Sa mère est provençale, elle est plus joyeuse. Du côté du père, il était interdit surtout de pleurer ou de montrer ses émotions. Il fallait toujours être pudique, secret, ne rien dire, mais affronter le monde. Et du côté de sa mère, être beaucoup plus expansif. C'était ça qui différenciait les familles. Arles revient en noir et blanc dans sa mémoire. Les ruelles sombres, les façades blanchies à la chaux. Au printemps, les couleurs explosent avec les corridas. L'enfant aime les taureaux, le costume du matador. Mais le petit garçon n'a pas l'autorisation d'entrer dans les arènes pour assister aux corridas. Il a dû faire comme tous les enfants d'Arles. On glissait à travers les grilles pour venir humer l'odeur des taureaux ou gratter des poteries romaines qu'on trouvait dans les sous-sols. Lucien Clergue a été le photographe des célébrités qui venaient aux corridas. Il connaissait bien Picasso, un aficionado que Christian Lacroix admire depuis qu'il a 5 ans. Du temps de l'adolescence et de l'enfance de Christian, la magie, c'était Cocteau et Picasso. C'était le pilier. Picasso était toujours là, au premier rang. Lorsque nous étions avec Picasso et Cocteau, qu'on leur accompagnait à son hôtel ou qu'on allait le chercher à l'hôtel, etc. Un jour, Christian me l'a avoué, il m'a dit, tu sais, il y avait des petits gosses là qui tournaient autour de vous, qui vous regardaient avec des yeux comme ça, mais j'en faisais partie. Alors, je trouve ça merveilleux.
Avec des yeux comme ça, il regardait aussi défiler les Arlésiennes en costume. Certaines femmes de sa famille le portaient. Il est sensible à l'élégance des femmes. Son idéal féminin est l'actrice Sarita Montiel, sa pommade, ses bijoux. Il est aussi sensible à l'élégance de ses proches, de sa mère, de son arrière-grand-père. Le souvenir est toujours accompagné chez lui et c'est ça qui me fascine de vêtements. Même quand il était petit, il raconte un drame et il dit je me souviens, j'étais en rouge. Où ma grand-mère me parlait, elle avait un châle comme ça. Vous voyez, c'est toujours depuis petit, les vêtements sont inscrits dans la mémoire. À 10 ans, il trouve un volume de la mode illustrée datant de 1860, un trésor pour lui. Il aime les lignes, les détails des vêtements anciens. À 20 ans, il veut devenir conservateur de musée. Il monte à Paris. La rencontre avec sa future femme, Françoise, va tout changer. Il dessine des vêtements, des costumes de théâtre, des croquis qui intéressent Françoise. Elle travaille avec Jean-Jacques Picard, qui tient un bureau de presse pour des créateurs. Je l'ai d'abord perçu comme le fiancé, le boyfriend d'une de mes assistantes, un gentil garçon, très grand, bien élevé, qui se tenait toujours très discrètement dans l'entrée de mon bureau quand il attendait que Françoise ait fini son travail. Donc quelqu'un de discret, quelqu'un de pudique, pas quelqu'un d'exubérant. Je n'ai pas senti tout de suite quel personnage extravagant et extraordinaire il était. Un jour, Françoise m'a dit « Tu sais, j'aimerais bien que tu regardes ce que Christian dessine et fait, parce que je crois qu'on pourrait peut-être songer à lui pour de la mode. Il ne trouve pas de travail et je pense qu'il est fait pour la mode. » Waouh! Ça vous rappelle des tas de souvenirs? Des tas de souvenirs et puis des choses que je ne connaissais pas, comme les documents noirs et blancs sur Arles qui... Ah oui, tout revient là, c'est formidable. Et la dernière fois que vous y êtes retourné, c'était quand? Pour l'enterrement de ma mère en 1999. Et jamais depuis? Jamais depuis. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'avec elle, la clé des murs de la ville, en plus, ça n'est pas mélodramatique. Je pensais pas du tout, je m'attendais pas du tout à cette sorte de ville. Et peut-être qu'il y a d'autres raisons, peut-être l'envie aussi de m'ébrouer de ce style arlésien qui me collait un petit peu trop à la peau et de me dire que j'y reviendrai un jour. Et je pense que ce jour est proche désormais, où je reviendrai en connaissance de cause, en connaissant tout à fait très bien, en profondeur, mes relations avec cette ville, ce que je lui dois, ce qu'on se doit. Et, je me suis rendu compte avec le temps que les gens étaient intéressés, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec beaucoup de plaisir ce matin, de trouver dans le passé, dans la géographie, dans les gens qui m'entourent, non pas les clés, mais les fils rouges qui amènent à tout ce qui nous entoure là. Alors, le fil rouge, il part d'Arles et il vous emmène à Montpellier en 69. Première station, comme on dit dans les églises. Enfin, c'est pas un calvaire. Montpellier, j'en regarde un souvenir tout petit peu étrange parce que c'était une ville trop fermée pour moi. C'était une ville déjà très languedocienne qui n'avait pas non plus la rigueur de Nîmes, très protestante. Une ville déjà un peu trop grande pour moi où j'ai passé un temps formidable et beaucoup des amis qui demeurent dans ma vie sont des amis que je me suis fait là à l'université. Mais dont je garde un souvenir un peu, oui. Parce qu'au fond, à Arles, vous êtes très protégé, vous êtes dans une famille assez nombreuse et contrastée. Mais effectivement, une sorte de matriarcat, non pas de fratrie, mais une famille qui était un spectacle en elle-même tous les jours, donc qui m'a certainement poussé à être davantage dans l'ombre et à la timidité. C'est des gens qui étaient tellement plus extravertis pour la plupart que je ne me sentais pas digne de reprendre leur costume, leur rôle, leur scène. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est devenu un petit peu étouffant et que c'était ma génération. On voulait soit monter à Paris, soit partir, soit fuguer. Après, vers 16-17 ans, 68, c'était le fromage de chèvre dans les Cévennes. Et moi, en plus, j'avais une maison dans les Cévennes, donc pourquoi pas? Et finalement, ça a été Paris. Ça a été Paris. Alors Paris, vous arrivez là et vous tombez sur une jeune femme qui est parisienne et qui du coup va s'occuper de vous, le provincial. Ah, c'était exactement ça, très brièvement. J'étais là depuis quelques jours et j'étais complètement déprimé parce que, comme tous les Provençaux qui arrivent, le temps, je pleurais sous la douche le week-end. Alors avant que vous pleuriez encore sous la douche, elle va nous rejoindre, elle s'appelle Françoise Lacroix, c'est votre épouse. Et la voilà. Bonjour Françoise. Bonjour, bonjour Virginie, bonjour Monsieur Lacroix. Donc vous, la parisienne, quand vous découvrez le provincial Christian Lacroix,
Qu'est-ce que vous pensez Alors de moi, lui je découvre surtout je découvre un être timide de province qui monte à Paris, c'est-à-dire quelqu'un qui ne savait pas trop où aller, quoi faire, quoi voir, quoi regarder, qui était avide de tout, mais qui n'avait pas qui ne disait pas je veux ci, je veux ça, je veux pas ça, il n'y avait pas de volonté. Non, soit derrière la tête de l'ami qui nous a fait nous rencontrer, c'était tout ça était très programmé. C'était montré à une Parisienne pure sang ce qu'était, parce qu'à l'époque j'avais les cheveux ici, des pulls péruviens et des bottes à la lane avec une grande besace de berger, et donc très déprimé. Et les contraires se sont attirés. C'est vrai qu'on est allé voir une expo au Brac, on est allé voir les jumelles de copie, on est allé au Palace qui était encore à théâtre, et voilà. Mais quand vous êtes à Paris à cette époque-là, la mode n'est pas encore dans votre tête. Et la mode n'est pas à la mode surtout. Moi, je voyais Paris un peu comme dans les comédies musicales américaines, où Paris rêvait, c'était celui d'un Américain à Paris. Françoise, le Paris rêvé d'un Arlésien à Paris, vous le voyez dessiner sans cesse? Ah, je le vois dessiner sans cesse. Le moindre déjeuner, petit déjeuner, dîner qu'on passait ensemble, il avait la tête baissée et il griffonnait sur la nappe en papier. Donc je ne sais pas, je pense que n'importe quelle fille de mon âge aurait pu se dire mais il ne s'intéresse pas à moi, mais il ne me regarde pas, mais il ne m'écoute pas. Mais, hein. Moi j'étais absolument ravie. Qui griffouille, qui griffonne, qui n'ait aucun, qui vive, qui soit autonome et qu'il ait une vie à lui pendant que je lui parlais, que je lui disais 3-4 bêtises. Et puis, non, ce que François ne dit pas, c'est que c'est la première qui m'a dit, mais il faut que tu montres voilà, ça. Je ne veux pas être la seule à voir ça, tu dois le montrer. Donc elle m'a poussé à le montrer. Vous-même, Françoise, vous travailliez à l'époque dans un bureau de presse. Dans un bureau de presse, dans la le bureau de Jean-Jacques Picard. Et je dis un jour à Jean-Jacques, écoute, j'ai horreur de faire ce genre de choses, mais je vis avec quelqu'un qui a vraiment quelque chose. Ce n'est pas seulement du machin obscurci par un sentiment ou une espèce de gribouillage. Il faudrait quand même qu'on regarde. Et surtout, je pense qu'il faudrait le montrer à quelqu'un qui, à l'époque, existait, qui, hélas, n'existe plus, qui s'appelait Guy Paulin. Voilà, donc Guy Paulin, c'est la deuxième rencontre fondamentale avec Jean-Jacques Picard qu'on voit ici d'ailleurs. Parce que juste avant, mes départ, vous avez montré, parce qu'une fois que j'avais été convaincu que ça pouvait intéresser, quand je rencontrais M. Lagerfeld ou quand je rencontrais M. Berger, c'était avec un dossier qui était moitié fait de ce que je pensais pouvoir être la mode, mais qui n'était absolument pas connecté avec les tendances du moment, et puis de l'autre côté, des costumes qui intéressaient bien davantage M. Berger, puisqu'à l'époque, il était encore directeur du théâtre de la télé. Et c'est la mode, à travers Jean-Jacques, à travers Françoise, et à travers Hermès et Guy Paulin, qui a décidé de ma vie pour les 10 ans qui ont suivi, mais ça aurait pu être le théâtre déjà. Qu'est-ce qu'on vous dit à l'époque de votre talent? On vous dit qu'il faut le diriger, qu'il faut le canaliser, qu'il faut... Je ne me souviens pas de ça. Non, je crois qu'on lui dit rien. Je crois pas, non, parce que l'époque n'était pas du tout la même. Quand on a dit Christian Lacroix va reprendre la couture de Jean Patou, les gens rigolaient dans les autres maisons. C'est-à-dire tout le monde était plié en deux en disant c'est grotesque, c'est ridicule, la couture est une vieille femme en train de crever. Un peu comme aujourd'hui. Quand tout le monde a vu l'ampleur que ça prenait médiatiquement et le fait que ça redonnait une espèce de vent nouveau, que ça boostait beaucoup de choses, tout le monde a dit oui, en définitive, ça serait peut-être bien que tout le monde en refasse. Donc la mode est ainsi faite qu'elle est faite de contradictions, de contrariétés permanentes et qu'elle est cyclique surtout. Donc on peut considérer que c'est un peu un hasard en fait. Il y a un aiguillage qui est Françoise Lacroix. Un hasard, et puis après l'intuition partagée avec Françoise et avec Picard que les créateurs des années 75-80, forcément, il fallait inventer la suite de ça, que finalement elle n'était pas si loin que ça, elle était dans une haute couture revisitée avec tout le respect qu'on lui doit et en même temps toute l'énergie qu'on a pu lui donner, puisqu'ensuite il y a eu Chanel, etc. Et le monde est devenu couture. Les années 80 ont été des années couture. Alors les années 75-80, elles se passent aussi la nuit, dans un endroit où vous êtes allé assez souvent, qui s'appelle le Palace, le Privilège. Et on va voir d'ailleurs comment Fabrice Emmer, l'âme de cet endroit, explique ces années-là. Nous avons permis à plein de gens de s'exprimer, que ce soit des peintres, des photographes, des peintres par exemple comme Larousse, qui ont fait en toute liberté, qui ont dessiné le concept de privilège. En 5 ans, avec charme, folie, ténacité, parfois même provocation, Fabrice Emmer et son équipe avaient construit un édifice qui faisait l'espace d'une nuit oublier le jour cruel, ce jour qu'il n'aimait pas non plus.
Voilà, je crois que les expressions... La surprise se passe des commentaires. Béatrice Ardisson, bonjour. Bonjour. On a vu que d'une certaine façon, vous faites aussi partie, d'ailleurs le voilà, par Thierry Ardisson, de la famille de ces nuits-là. Bon, c'est vous y êtes là, croisés. au bain et ailleurs, oui. Ouais. Le privilège. En quelle année? Oh, Moi, c'est je me dans la souviens, nuit des temps. enfin, on se croisait la nuit de la dans nuit les des boîtes temps. de nuit, mais en fait, ils sont venus tous les deux, et ça c'est Françoise, je pense, qui a beaucoup fait pour ça, sur le plateau de Scoop à la Une, qui était le premier tournage de Thierry. Il était mort de trouille, et ils sont venus le soutenir avec Georges Bully à l'époque. Voilà. J'étais invité avec Léon Zitrone sur l'émission. Qu'est-ce qu'il y avait de plus dans ces années-là? C'était les années un peu avant SIDA, juste avant? Exactement. Je crois qu'il y c'était avait beaucoup l'insouciance. d'esprit, surtout. Aujourd'hui, il y a des gens drôles et d'esprit. À l'époque, il y avait beaucoup de gens drôles et beaucoup de gens d'esprit. Donc c'est peut-être Et puis ça on se qui a retrouvait changé. toujours, on savait qu'on allait... Moi je sortais toute seule, j'étais quand même très jeune, et je savais que j'allais forcément trouver des chaperons. Des gens. Alors, ça va donner lieu à une collaboration entre vous, Béatrice Ardisson, et Christian Lacroix. Une D'abord, musique. ça a donné lieu à un Avant ça- parrainage, un avant ça, marrainage. Avant ça, pour les- moi je voulais qu'ils tous les deux ils rentrent dans ma famille. Donc Donc vous je leur êtes ai parrain demandé et marraine. parrain, marraine. Un moment vos très enfants. assez, c'était à l'Opéra de Paris. De Un rêve. soir de gala, à dîner, on avait les Ardisson à notre table et Thierry m'a dit, je ferais beaucoup de parler tout à l'heure, en Ouais, 30, genre le midi. Je n'osais pas lui Il demander. m'entraîne comme ça et il me dit voilà, Béatrice est enceinte, magnifique nouvelle, mais nous voudrions beaucoup que tu sois, si c'est une fille, le parrain de notre première fille. Et puis Françoise est devenue la marraine du premier fils. Donc il y a une famille de nuit et une famille de jour. Et une formidable, je ne le dis pas, enfants. des enfants incroyables, quoi, des enfants comme... ouais. Enfin, magnifique. Et puis des bons parrains, parce qu'ils sont toujours là, il y a toujours des petits mots, et c'est vraiment parrain marraine de contes de fées. Bon, revenons Parce à que la je- musique alors. Votre musique, Béatrice. C'est pas ma musique. Alors, il faut savoir que nous, on allait toujours au défilé haute couture. On était absolument fans. Moi, j'ai vu Thierry pleurer à la fin du défilé de Christian, et on ne peut pas vraiment dire que c'est quelqu'un qui pleure facilement. Et à chaque fois que j'entendais cette musique, je me disais quand même, c'est dommage que ça soit pas pour tout le monde. Ouais. J'ai proposé qu'on fasse ce disque, ce double J'ai toujours besoin CD. des filles pour me convaincre. Françoise m'a convaincu que je pouvais faire de la mode, Colette Fellouz m'a convaincu que je pouvais faire un bouquin, et Béatrice avait... il faut vraiment beaucoup de temps, ça a duré des années. On doit sortir ces musiques-là. Donc ça a donné lieu à ça, Ça a donné lieu à ça. qui est un CD Voilà, chez Naïve. qu'on peut encore trouver. Oui, oui. Comment Ce sont les musiques qui m'aident, en fait. Il y a quelques musiques qui ont été effectivement utilisées pour les défilés, mais si elles ont été utilisées pour les défilés, parce qu'elles avaient sous-tendu mes ambiances, et ça avait été des musiques propices au dessin, à l'imagination. Et cette musique-là, Christian, vous l'écoutez également quand vous travaillez? Ah, c'est de la musique que je peux écouter en boucle pendant des années, c'est sûr, bien sûr. Et Françoise aussi. Ah, moi, j'adore. Oui, oui, oui. On a mis Comme du une temps. broderie. Oui, on s'est donné le temps. On s'est donné le temps. Je voulais pas qu'on se passe Beaucoup de gens l'aiment et l'ont et le cherchent et Oui. l'offrent. Et On voulait l'aimer, en être sûr, et voilà. Béatrice Ardisson, merci beaucoup d'avoir été la Merci à vous. surprise. Moi, je suis ravie. La Grande surprise surprise. arrangée Énorme pour, surprise. pour François. On a le droit de l'embrasser. Ah bon, faites donc, si vous voulez. Pendant ce temps-là, pendant que tout le monde s'embrasse, je vais juste dire qu'on va voir aussi comment la haute couture, entre les mains de Christian Lacroix, c'est tout à fait autre chose avec le lancement de sa maison de couture en 87. Le 27 juillet 1987, Christian Lacroix a 36 ans. Il présente sa première collection. Un patchwork de couleurs et d'imprimés, une révolution dans la haute couture qui, en cette fin des années 80, n'étonnait plus personne. Dans cette première collection, il y a eu l'ouverture avec les Reines d'Arles. Il y avait des hommages à la corrida, avec ce manteau cap qui était rose et jaune fuchsia comme les capes des toreros. Là, par exemple, il y a la robe qui a été une des robes qui a été le plus photographiée, une mini-robe en pouf qui se terminait en traîne avec un pull en maille, évidemment, drapé. Donc ça, c'est une chose impossible à faire en prêt-à-porter. Ça relève vraiment du savoir-faire et de la légèreté de la main des premières d'atelier. Marie Martinez, son mannequin fétiche, présentait la robe de mariée avec un bustier torero. Le troisième défilé, on ne marchait pas sur le podium, on volait tellement les gens applaudissaient et criaient « olé ». Il y a une ambiance mais incroyable. Les gens debout, il y a eu une pluie d'œillets sur Christian. C'était vraiment une forme de délire en réalité. C'est quelqu'un qui a apporté son histoire, l'intelligence de son histoire et qui il est vraiment.
Je crois que c'est ça et même qui doit toucher les gens, en fait. Je m'imagine très bien habillée en Lacroix, parce qu'en fait, il y a toutes les couleurs qui me correspondent. C'est les couleurs du Sud, même si on n'est pas du même Sud. Je trouve que c'est très coloré, très aérien, très féerique. C'est un magicien de la couleur, de l'imprimé, de la couleur, des mélanges de couleurs. Vous savez, c'est drôle parce que quelquefois on voit des robes qui sont sur le podium avec des mélanges incroyables de couleurs. Et cet hiver, il y avait une robe avec des plumes, avec de la dentelle brodée. C'était du vert, du violet évêque, du rouge, avec un renard, avec une énorme broche. Et des choses qui ne sembleraient pas aller ensemble. Il m'a fallu plusieurs saisons pour comprendre que rouge dans sa bouche ne voulait pas dire un rouge vermillon. C'est un rouge légèrement orangé. Donc je crois qu'il a une perception très personnelle, unique des couleurs, qui lui autorise, qui lui donne ce génie de ce mélange, cette alchimie de couleurs. Quand on voit quelque chose comme ça qui est beau, c'est pas que ça a du charme, si vous voulez, c'est que c'est beau. Alors bon, c'est quand même, c'est indiscutable. C'est beau, c'est pas une question de goût. Quand quelque chose est beau, on est ému, quoi. Voilà, parce qu'on sait que c'est... La croix, c'était pour moi l'exaltation féminine avec tout ce que cela peut représenter de raffinement, de côté à la fois intouchable. Et c'est jamais sexuel, Christian, mais c'est mieux que ça. Puis toujours ce côté charnel que j'ai toujours trouvé dans les créations de Christian, où le décolleté est juste à la pointe du téton. C'est jamais vulgaire, c'est jamais excessif, comme d'autres couturiers. On ne montre pas tout chez Christian, on laisse deviner, on montre un petit peu. C'est pas la fille aux trois quarts nue. J'ai rarement vu chez Christian des filles arriver avec le buste non vêtu. Hein. Il y a une pudeur dans le Midi. La plupart des couturiers, des créateurs qui même travaillent comme lui, même dans le délire, dans le baroque, ont toujours une frontière. Et j'ai toujours eu le sentiment que Christian faisait sans arrêt un double saut périlleux arrière sur un fil de fer dans son méli-mélo, dans son mélange des éléments disparates, un morceau de ferraille, un bout de corde de soie, un tissu imprimé, un matelassage, une broderie, un petit ruban. Il en fait trop, tout le temps, mais pourquoi pas? Si le résultat final déclenche chez vous un étonnement, une séduction, une émotion. Moi, ce qui me plaît pas, c'est le nombre de robes qu'il y a. Ah bon, pourquoi? Moi, parce que je trouve que ça va pas bien, ça, comme ça. C'est trop pour toi. Tu lui diras que la prochaine fois qu'il fera des robes qui s'appliquent un peu plus. Alors, ce qui est très drôle avec lui, c'est que... alors bon, je prends cet échantillon, mais alors si on mettait ça avec, et puis ça... Alors non, arrête, ça suffit. En 2000, les collections deviennent plus sobres, plus contemporaines. Il y a une collection, il y a 2 ou 3 ans, je pense, où il y avait plein d'éléments extrêmement graphiques qui venaient barrer, griffer le vêtement. Et donc la ligne apparaissait encore plus. Dans la dernière collection, il a fait beaucoup de couleurs, c'est-à-dire de traits de couleurs, c'est-à-dire des robes d'une couleur seulement. Il y avait des robes toutes rouges, toutes roses, toutes vertes, avec des dégradés, mais complètement verts. Et ça, c'était aussi assez nouveau. Peut-être qu'avec le temps, Christian a gagné en légèreté. La main est devenue plus légère qu'à une certaine époque. La main a gagné aussi en modernité. Il fait un peu moins référence au passé, il est un peu moins dans la nostalgie. C'est bien. C'est bien. Je finis par aimer ce que je fais quand je l'entends raconter par les autres. Mais alors, je voudrais quand même revenir avant 87, en 82. Vous prenez en main la haute couture de Patou. Parce que tout est allé assez vite. On a parlé de Guy Paulin tout à l'heure, ça c'était 80, c'est ça? Oui. 80. Et puis, donc, j'ai participé avec lui à ses propres collections, aussi aux collections de Biblos, etc. Et puis, ça s'est plus très bien passé. Je suis parti un petit peu au Japon. J'ai travaillé pour une très honorable maison qui habille encore l'impératrice aujourd'hui, qui s'appelle la maison Ashida. Et puis, comme dans les films, chez Patou, janvier 82, le designer a des problèmes de santé, comme dans les films, vraiment. Et j'ai été choisi comme ça. Donc, j'étais à la fois très amoureux de la haute couture. Je savais ce que c'était, non pas dans la pratique, mais dans l'idéal, cette espèce d'apparat de femme à la fois très sensuelle et en même temps avec un très hiératique.
Et le timing était excellent parce que c'était les années 80 et on a participé à notre manière à cette espèce de, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais cette allure des années 80, cette espèce justement d'insouciance dont on a parlé tout à l'heure et d'opulence un peu nouvel argent, mais qui nous a porté. Moi, je renierai absolument jamais ça parce que c'était des années dynastie, Dallas, qui m'ont amené à travers Patou à avoir le CFD Award à New York, qui était l'Oscar pour le designer qui avait influencé le plus la mode du monde. C'était rien de moins que ça, de 86. et ça a été, oui, assez géant, pendant 5 ans. Le temps de redire la couture existe, il n'y a pas que... Et de rameuter des clientes qui seraient peut-être repliées vers un prêt-à-porter de luxe. Alors on va voir ensuite comment, dans votre propre maison, Françoise va être encore plus impliquée. Mais chez Patou, comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous êtes déjà à côté de Christian? Non, j'ai toujours eu, près de Christian, un rôle assez discret, volontairement discret. Et décalé par rapport aux choses officielles, parce que je ne voulais pas du tout qu'on l'accuse de... Moi, je tenais à ce qu'elle garde sa dent dure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est impliqué, qu'on est de A jusqu'à Z dans le processus, on finit par le materner et le défendre avec peut-être moins de rigueur que si, et c'est ce que j'aime chez Françoise, quand elle n'aime pas, elle le dit. Et je lui fais confiance, je fais confiance à son œil. Il y a aussi une autre femme qui a été donc encore un aiguillage, Hébé d'Orsay. Ça aussi, c'est une race de journalistes assez fantasque qui était typique de ces années-là, qui arrivait en tourbillon, qui disait mais voilà d'ailleurs, on la voit ici. Qui était la papesse. On ne peut même pas imaginer aujourd'hui l'influence que cette femme pouvait avoir à la fois sur les maisons et sur les magazines. C'est elle qui a parlé de moi, je pense, la première. Elle a porté une robe de moi pour, je pense, l'anniversaire de la Statue de la Liberté, et tout ça s'est traduit tout de suite après par des unes à New York. Voilà, et on arrive donc en 87, où Bernard Arnault achète votre nom, et avec vous fonde la maison de couture qui porte votre nom. Voilà. Ce qui est amusant, c'est qu'on vient d'apprendre la nouvelle que... Bon, il y avait des petites rumeurs et j'ai rencontré des gens il y a 2 jours, mais je m'interroge beaucoup sur les fuites de ce matin qui sont quand même très précipitées. Donc on les rappelle, dans la mesure on les rappelle. Moi, je suis en renégociation. J'ai un contrat, je suis un travailleur indépendant, comme on dit, puisque tout ce qui nous entoure, je le fais en tant que travailleur indépendant, que ce soit Pucci, que ce soit la Croix, que ce soit le train, que ce soit le livre, que ce soit l'hôtel. Et ce contrat, arrivant l'an dernier à expiration, il fallait que je le renégocie d'une manière qui me... j'ai toujours besoin, puisque rien n'est finalisé, ni avec le groupe, ni avec quelqu'un d'autre, d'avoir des garanties pour que cette maison soit vraiment l'idéal que j'en ai dans la tête. J'ai une prétention, une seule dans la vie, je sais ce que je peux faire, je sais ce que cette maison peut être. Et je pense, et je me tue à dire ça depuis des années, que la créativité de cette maison ne s'arrête pas à la porte du studio. Il faut absolument qu'on passe le relais à tous les niveaux, partout, à la finance, au marketing, etc., un relais qui soit de la même couleur. Il se trouve que, pour des raisons X, Y, Z, on n'a pas réussi à trouver ce mode d'emploi mutuel, finalement. Alors, on va y revenir, Christian Lacroix. Alors, on voit des robes de fées, là, des robes de princesse, presque. Parce que nous aimions des princesses, elles existent encore. Et il y en a 2, enfin, une qui était vraiment princesse, la princesse Diana, et puis une personnalité américaine, Jackie Kennedy. Je l'ai croisée en 87 ou 8 quand Brigitte m'avait demandé de faire les costumes pour la Gaîté parisienne métropolitaine. Et le matin, on me demande si je veux bien parler à Madame Kennedy. Donc moi j'ai cru que presque c'était faux. Et je l'ai eu au bout du fil en me demandant la permission d'assister, puisqu'elle ne voulait plus sortir, elle n'avait pas prévu d'assister à la première le soir, et par contre elle avait envie de me rencontrer et de voir mon travail, et elle demandait donc la permission d'assister à la répétition générale. Donc j'ai passé toute une journée avec elle dans l'obscurité du Métropolitane à parler des Cévennes, de Cocteau, de Bérard, de la France, du spectacle, du président. Et voilà, je l'ai raccompagnée dans la nuit, le soir. Et je me pinçais presque pour me persuader que je l'avais bien rencontrée. Et Diana ?
Princesse Diana, c'était avec Françoise et avec la maison de couture en 89. On nous a demandé de présenter la collection à Londres. On la voit d'ailleurs ici. Et nous l'avons reçue, nous avons bien sûr déjeuné avec elle et on a, c'est vrai, beaucoup sympathisé. On a vu le passage de la femme timide avec les yeux un petit peu baissés à la sorte d'icône qu'elle est devenue après, vers les années 90, puisqu'on s'est vu de loin en loin, avec pas mal de fidélité, avec des échanges de lettres, de mots. Nous l'avons habillée. C'est vrai qu'on a eu la chance de la voir aussi en privé. Alors, vous parlez beaucoup de costumes, de théâtre, d'opéra, de ballet. On va regarder ça tout de suite avec un sujet justement sur les costumes que vous avez réalisés pour pas mal d'opéras. Et avant ça, on dit avec regret au revoir à Françoise Lacroix. Au revoir. Merci beaucoup. Tout de suite. En 1996, Christian Lacroix reçoit le Molière des meilleurs costumes pour Phèdre, mise en scène par Anne Delbé à la Comédie Française. Ces costumes-là, quand le rideau s'ouvrait, c'est-à-dire qu'on recevait une gifle quelque part, une gifle de beauté, c'est-à-dire un tel monde peut exister. Moi j'ai le souvenir de ce manteau comme ça qui avec cette traîne de 2 mètres derrière, donc c'était un poids vers l'arrière, automatiquement le corps, naturellement, a une espèce de tenue. Et puis Anne m'avait donné comme indication de me tenir toujours comme le jeune Louis XIV. Comme il voyait que j'avais tout le temps cette main près du cœur comme ça, un jour, il a commencé à me mettre une bague, et puis une autre, et puis il a cherché, et puis ça a donné ce qu'on voit sur le livre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un jour, il m'a dit, eh ben voilà, ça va être un coup de poing américain version Lacroix. Et c'était ça, en fait. C'était ma main. C'est une merveille, ce costume. Tous les autres, c'est une merveille, mais celui-là, il a des heures sur... on peut même pas dire que c'est bleu, c'est la transparence du jour, quoi. Enfin, il y a une sensualité de la matière. J'ai l'impression qu'on sculptait réellement une silhouette. Chaque petit bout de dentelle, il l'a choisi. Il y avait des mélanges d'anciens costumes et qu'il a réamalgamé. Il n'y a pas un tissu qui est le même, tout joue l'un sur l'autre. Ils ont récupéré en fait des très très anciennes broderies comme ça. Je crois que pour moi, avant d'être un couturier, c'était un enfant du théâtre. À 12 ans, l'enfant du théâtre dessinait des personnages du Malade imaginaire. Dans le Sud, tous les étés, on entend des airs d'opéra s'envoler des scènes antiques. En 2004, Christian Lacroix fait les costumes d'Elio Gaballo. L'opéra a visiblement beaucoup d'importance pour lui. Il le fréquente, je crois, depuis longtemps. Et je pense que c'est un monde qui le fait rêver, en tout cas, je le vois à côté de moi quand on travaille. Il est attendri par ça. Il est touché par ça. Il aime les chanteurs. Il aime leurs difficultés, parce que c'est difficile d'habiller un chanteur, il faut qu'il respire, et machin, il ne faut pas que ça serre là, c'est papa. Et puis c'est pas des gens qui sont foutus comme des mannequins, il faut les embellir, il faut aimer parfois leur forme généreuse, au contraire, il faut aimer tout ça. Il aime la chose unique et qui pourrait être un défaut et qui peut devenir la chose sublime en chacun. Quand on le voit dans un théâtre, il va fouiller dans les stocks, il dit toujours « sortez-moi ce que vous pensez ne pas être beau ». Ce que vous voulez cacher, là, qui vous paraît pas intéressant. Et hop, et là-dedans, il va piquer un truc, il va s'en servir pour donner la touche qu'il faut, la touche supplémentaire à un costume. Il peut tout à fait, avant qu'un chanteur rentre sur la scène, faire schcrac, parce que tout à coup, il faut que la veste soit déchirée à cet endroit-là, et qu'il pense que pour le bien du spectacle, pour le bien de ça doit être comme ça. Et aux grandes dames des habilleuses ou des gens de l'atelier qui disent ah! Non, il dit il faut l'abîmer, c'est trop beau. En 2001, avec la chorégraphe Blancali, d'origine espagnole, il entre dans l'univers oriental de Scheherazade pour un ballet à l'Opéra Garnier. Les 1001 nuits transportées en Andalousie, un métissage qui lui va bien. Les premiers costumes qu'il a fait blanc, c'était comme une espèce de manteau qui couvrait tout le corps. Non? Et moi, j'ai fait un travail dans les formes à l'intérieur de ce tissu qui s'est remué, qui s'est tordu comme ça. Et lui, il avait mis plein de détails, de perles, des choses qui bougeaient, mais tout dans le blanc. Et c'était très, très bon. En plus, la matière était assez lourde et quand le corps se tord,
ça fait comme ça des plis très très beaux. Les costumes pour les garçons, c'était très sexy. Moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça vraiment très joli, très beau de regarder les cordons dans quelque chose d'assez moulant et assez masculin, mais en même temps sexy. J'ai adoré ça, parce que je trouve souvent dans la danse, les garçons, c'est toujours un peu... Les filles, on s'éclate, on met les costumes géniaux et super jolis et tout. Et les garçons, c'est un peu classique toujours. Bon, il ne faut pas trop... Non, un peu standard. Et là, je m'étais assez collée, il y avait une espèce comme si c'était presque des projectiles, non? Dans les jambes, c'était... Et après, il y avait les corps étaient très, très moulés, on dit. Et ça faisait une silhouette très, très belle. Un corps moulé dans une culotte qui pourrait être celle d'un torero. Là encore, vous découvrez avec Brigitte Lefebvre. Bonjour Brigitte Bonjour. Lefebvre, vous êtes directrice de la danse à l'Opéra de Paris. Oui. Là encore, vous revoyez ce que vous avez créé. Des images que je ne connaissais pas. Que vous ne connaissez pas. Non, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Parce que et vous aimez. Comédie française et Garnier, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux quand on aime les costumes? Alors on va revoir encore un extrait de Scheherazade avec Biancali. Je vous ai vu réagir pendant les images qu'on a vues. Vous allez nous raconter après pourquoi. J'ai eu des débats. Oui, voilà. Alors on va regarder les images du ballet. Voilà, donc on vient de voir un duo entre Agnès Le Testu et José Martinez. On voit d'ailleurs derrière vous un costume qui est issu de Scheherazade, ouais, tableau rouge. Et on voit un peu comment les montages permettent au corps, justement... Mais ça, il faut quand même parler des ateliers, parce que ce sont des gens qui savent, qui sont à l'écoute, les côtes, le thorax, les muscles, etc. Donc moi, ce que j'aime, c'est adapter la création, les dessins, les maquettes, à tous les problèmes qu'on a un petit peu évoqués, le chanteur, la danseuse. Ce ne sont pas des robes pour la vie, ce sont des robes pour le travail, ce sont des robes pour la performance. Et donner effectivement l'apparence de quelque chose qui peut ressembler quelquefois à un carcan, mais en même temps, ce sont vraiment des outils de travail pour leur donner une amplitude, pour pouvoir justement donner le maximum de leur art. Vous savez, c'est le seul, Christian Lacroix, la fameuse fondation Georges Balanchine, qui est le grand génie qu'on sait de la danse du XXe siècle, c'est les seuls qui acceptent que Christian Lacroix puisse refaire, réinterpréter des costumes. Dans l'esprit de Balanchine. Selon vous, ça tient à quoi ? Mais vous savez, le regard. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui sait regarder. Et moi, je vois tous les grands chorégraphes, tous les grands quelque chose, quoi. Tous les grands qui tissent, c'est des gens qui ont su regarder quand ils étaient petits. Et bon, mais je voyais tout à l'heure, le regard de l'enfance, quand il est transformé, quand il est nourri, quand il est accompagné, c'est un regard, c'est plus fort que la dynamite. Le croisement entre la haute couture et le spectacle, il s'est aussi trouvé d'une façon assez étroite dans le corset que vous avez fait pour Madonna. C'est un peu ce qu'on vient d'évoquer, parce qu'elle avait trouvé dans la collection, une collection avec laquelle elle avait fait pas mal de photos. Elle avait beaucoup aimé ce corset qui était vraiment fait par un garçon dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle Monsieur Pearl, qui fait pour lui-même des corsets qui sont vraiment des objets de torture. Enfin, pas de torture, mais on ne peut pas danser. D'autant plus qu'elle avait l'intention de commencer son spectacle avec une espèce de performance un peu de yoga, quelque part. Et elle nous a demandé de faire la même chose, qu'elle ait la même allure, complètement comme ça, un peu sabliée, mais tout est fait avec des baleines une espèce de sorte de caoutchouc. On a inventé une technique pour elle. Vous savez, moi, je suis très heureuse d'être là, bien évidemment, mais pour moi, Christian Lacroix, c'est un artiste. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un de la haute couture qui vient faire. C'est bien évidemment quelqu'un de la haute couture, je veux dire. Mais c'est un artiste qui vient et qui rencontre d'autres artistes et qui, là aussi, c'est la transformation, quoi. C'est ce qui permet. Moi, je crois que le mot de Brigitte, c'est le bon, c'est un peu la clé de tout. C'est transformer le quotidien, c'est transformer les choses qu'on n'aime pas vraiment en quelque chose d'un petit peu mieux. Transformer. Moi, j'aime bien. C'est une espèce d'alchimie des choses. Brigitte Lefebvre, avant de vous dire au revoir, je vais vous dire merci parce que vous nous offrez une transition formidable avec le sujet suivant qui sont justement la capacité de Christian Lacroix à transformer tout ce qu'il touche dans des collaborations extrêmement nombreuses. Merci beaucoup Brigitte Lefebvre. À bientôt donc. Oui, absolument, absolument. Les dessins de Christian Lacroix défilent sur le TGV, habillent les lettres du Petit Larousse,
illustre l'almanach de Libération. Le couturier sort du monde clos de la haute couture. Plus les années passent et plus, en effet, il a cette boulimie de projets extra-mode. C'est ceux qui participent à construire un personnage curieux. Un personnage curieux de tout, qui vient de mettre en scène 30 ans de révolution culturelle pour le journal Libération. Et c'est quand même un des créateurs que je connais qui a la plus grande conscience politique. C'est quand même quelqu'un qui sait absolument tout ce qui se passe dans le monde, dans tous les domaines. Je crois qu'il recherche l'émotion dans tout ce qui peut être l'expression du monde d'aujourd'hui. Dans une révolution politique, dans un pays de l'Est, dans le travail d'un jeune écrivain, dans le film d'un nouveau réalisateur, dans un film mythique d'une comédienne disparue. Dans tout ça, il recherche l'émotion. Cette recherche d'une émotion intellectuelle, il la partage avec sa femme, Françoise. C'est un couple très joyeux, très intelligent, très cultivé. Leurs vacances, pour eux, c'était pas d'aller au soleil sur une plage avec des palmiers, mais c'était d'aller soit dans un petit village de pêcheurs au sud de la France, soit d'aller à Vienne, soit d'aller à Londres. Et puis beaucoup en France, ils aiment beaucoup les villages. Par exemple, c'est quand même les seules personnes qui, en l'an 2005, vont de Paris à la Côte d'Azur en prenant les routes nationales. C'est vraiment un voyageur. Au sens vrai du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui voit plein de choses. Un voyageur, c'est ça, c'est quelqu'un qui voit plein de choses. Un voyageur qui n'a pas eu besoin d'aller à l'autre bout du monde pour glisser dans sa création des influences indiennes, africaines, orientales. Il a beaucoup utilisé des éléments disparates de cultures différentes, des colliers, des broderies, des ornements, des imprimés. Mais il a une manière de les mélanger qui fait qu'on oublie de quel pays ça vient. Moi, ça me fait penser au carnaval des Antilles, toutes les couleurs et tout, la joie de vivre. Ça fait penser à Venise, mais aux Antilles, pendant le carnaval, il y a le mercredi décembre, on s'habille en noir. Il est difficile de dire maintenant qu'il s'est inspiré d'une Indienne qui aurait séjourné en Alaska au contact de gitans qui auraient fricoté avec des Espagnols. Ça, c'est plus possible. C'est un voyageur en chambre, hein. C'est pas un voyageur, il n'aime pas beaucoup voyager. Son évasion et son folklore, c'est plutôt dans son mental. C'est à travers les bouquins, à travers les journaux, à travers les émissions de télé, à travers les rencontres. Discuter pendant des heures avec quelqu'un qui lui raconterait le Mexique, pour lui, c'est beaucoup plus intéressant que prendre un billet d'avion pour aller à Mexico. Peut-être il a peur d'être déçu en arrivant sur place. Peut-être que la réalité est moins belle que l'image qu'il en a dans sa tête. Dans la réalité, il trouve aussi de belles histoires. Celle de cet hôtel d'un quartier de Paris dont il vient de décorer les chambres. C'était la plus ancienne boulangerie de Paris. Victor Hugo venait y chercher son pain. Un autoportrait du couturier. L'épure très moderne, sans renier les mélanges osés de couleurs. Ici, un drapé soyeux comme celui d'une robe. Ailleurs, une toile de Jouy, petit clin d'œil au passé. Discrètement, dans la chambre noire de l'ascenseur, la corrida. Et une petite photo de ses grands-tantes arlésiennes. La touche dominante est contemporaine. Il est un peu plus aujourd'hui sensible à l'expression créative générale contemporaine, les jeunes peintres, les jeunes sculpteurs, les vidéastes. Donc je pense que cette influence, cette fréquentation, cette sensibilité à l'art contemporain a aussi apporté son influence sur son travail d'aujourd'hui. Parmi les artistes remarqués par Christian Lacroix, Jean-Michel Othoniel, le créateur de cette sortie du métro à Paris. La gaieté des couleurs, l'utilisation détournée des matières, une proposition proche de son univers. Je crois qu'il a proposé plusieurs voyages depuis de nombreuses années, mais là, moi où je le sens assez proche de mes préoccupations, c'est qu'il y a plutôt quelque chose autour d'un message d'espoir, d'assez joyeux, d'une grande volonté de vivre, quoi. Et je sens ça vraiment dans son œuvre. Une œuvre comme un kaléidoscope. Christian Lacroix, on entend une œuvre comme un kaléidoscope, une grande volonté de vivre. Vous touchez à beaucoup de choses,
presque à tout. Le TGV, le Larousse, l'album Libération, le petit hôtel du Petit Moulin, dont on voit Rue encore de Poitou. Rue de Poitou dans le Marais. Moi, j'aime bien l'idée de balayer cet éventail qui peut aller des princesses dont on a parlé jusqu'à ce qui va servir de cadre tous les jours, dans des conditions pas toujours agréables. Parce qu'un voyage dans un train, ça peut être les vacances, mais c'est aussi des affaires, des deuils, des choses. Moi, j'aime bien l'idée, ça me permet de me sentir au monde. En gros, c'est ça. Je pense aussi que ma priorité, et je ne peux rien contre moi-même, ce qui me fait frémir l'énergie du jour, c'est la préparation. Bon, déjà, il y a un très beau moment aujourd'hui, très franchement, sans flagornerie. Là, je suis très sincère quand je dis, ce ne sont pas des mots, que là, vous m'avez permis d'être beaucoup plus serein, et pas sûr de mon travail, je n'en suis jamais, mais d'aimer mon travail. Parce que je suis un assez mauvais père. J'aime pas beaucoup redécouvrir. Et là, je ne sais pas si c'est parce que ce sont des films qui sont un peu vierges à mes yeux, mais je me dis, tiens, c'est pas mal tout ça. Donc ça me donne une belle énergie pour rebondir. La couture du 25, c'est la priorité. C'est ça, la couture du 25 janvier que voilà, vous allez présenter. Voilà, on est le 7, on est le 25. Donc je trouve que moi, c'est ça qui me... Bien sûr. Ce qui se passe ce matin, aujourd'hui, avec cette annonce de la part d'LVMH qui cède votre maison de couture, votre activité de maison de couture et votre nom à un groupe américain. Si j'ai bien compris, c'est la globalité de la maison qui serait transplantée, je ne pense pas aux États-Unis, mais sous d'autres rênes. Est-ce qu'on n'est pas un peu utopique ou rêveur en pensant que quelqu'un qui peut englober tout ce que vous faites existe ? Est-ce qu'il existe vraiment ? Mais la personne dont on parle n'engloberait absolument pas mes activités, non pas parallèles, mais on ne parle là, dans cette session, rachat, je ne sais quoi, que de l'activité haute couture, prêt-à-porter, accessoires, parfums, tout ce qui se passe au Faubourg Saint-Honoré, et que ma propre société qui s'appelle XCLX, Christian Lacroix avec 2 X de chaque côté, qui font toutes ces activités. Ces gens-là ne sont pas du tout concernés. Et donc, encore une fois, ce sont des réflexions, je ne parle même pas de discussion, ce sont des réflexions qui méritent même plus de 15 jours, parce qu'après la couture, on va voir. Mais je crois que, et je ne parle pas seulement de mon avenir d'humain professionnel, je pense quand même aux équipes qu'on a formées. Et très sincèrement, les succès qu'on voit là, on a parlé des ateliers de théâtre, mais bien évidemment qu'il y a les ateliers de couture, les studios de prêt-à-porter, les gens qui sont autour de moi. Je ne suis pas tout seul. En plus, on n'est pas très nombreux. On a un studio très léger. On est 104 personnes Faubourg Saint-Honoré. 104 au total. 104 au total, donc 40 dédiés à la haute couture qui fonctionnent formidablement bien. Il est évident que s'il y avait eu sur la route un énorme parfum, je crois qu'on ne serait pas là en train de se poser des questions. Tiens, qu'est-ce qu'on fait ? On vend pas. On va sortir malheureusement de ce sujet qui est à la fois passionnant et moi, il m'excite beaucoup. Il est excitant, mais en l'état actuel des choses, ça ne fait que débuter, si je puis dire. On va revenir à toutes ces affinités électives avec les artistes contemporains, qui peut-être vous permettent de revenir à une de vos premières passions, l'histoire de l'art. Oui. Vous vouliez être conservateur. J'avais envie d'être un honnête homme, comme on apprend quand on fait ses humanités, l'honnête homme qui touche un peu à tout, qui essaie d'être au courant de tout et qui vit avant tout. Une espèce de métier, c'est déjà énorme de vivre. Et donc, en essayant, avec ce que je sais faire, c'est-à-dire des pinceaux, des crayons, réfléchir un peu, de rendre tout ça meilleur le temps que je serai sur cette planète. Mais effectivement, je me voyais un acteur-spectateur. Moi, j'aime bien quand il a dit « voyageur, c'est voir »,« voyageur de la vie », une chose comme ça. Alors, de toutes ces facettes, on a essayé de savoir pendant cette émission un peu qui vous êtes. Et il y a quelqu'un d'autre qui va nous rejoindre maintenant, qui est quelqu'un qui est dans les mots et dans l'écriture, un jeune écrivain que vous avez voulu inviter. Il nous rejoint. Bonjour, Nicolas. Bonjour Nicolas Ray. Je ne vous embrasse pas directement, mais le cœur y est. Je le sens. Merci beaucoup. On se connaît peu, mais bien. Voilà. Vous venez de publier votre 4e roman, Courir à 30 ans. Ouais. Le 2e roman a eu en 2000 le prix du Flore. Je reprends le titre du livre paru il y a quelques semaines au Mercure de France, Qui est là que ma sœur m'a acheté pour Noël. Voilà. Plus, donc ça tombe plutôt donc, pas mal. Je peux même en parler directement si vous voulez, Virginie. Pourquoi pas en parler directement, et surtout avec peut-être une espèce de questionnaire, vous allez nous aider à répondre à qui est là. Mais oui, déjà, mais avant,
la lecture de qui est là donc, à Noël, j'ai retrouvé 2-3 trucs assez intéressants, notamment un moment dans une page, vous évoquez le souci du détail accident, ce que vous appelez le détail accident. La faille, la fêlure, voilà. qui est toujours... Il y a toujours ça, on l'a vu dans l'hôtel, on l'a vu, parce que moi, la croix, c'est vraiment un univers, c'est pas seulement... Vous savez, moi, je suis un peu le degré zéro de la mode, Virginie, c'est-à-dire que c'est encore ma mère et ma petite sœur qui m'habillent. Il n'empêche, l'ensemble, j'ai écrit en écoutant sa compilation, j'aime cet univers-là et la façon dont il a toujours, c'est un peu sur son visage, quasi enfantine, de faire déraper l'affaire, toujours. Il parle des jouets à un moment, vous parlez des jouets dans votre livre, il parle des jouets, il dit qu'il aime les jouets cassés. Voilà. Il y a toujours le petit truc. C'est là que commence la vraie vie. Voilà. Alors oui, j'ai un questionnaire. Un questionnaire. Moi, j'aimerais bien écouter, parce que je crois que... Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? C'est ça, cette espèce de frénésie d'être étonné. J'ai vraiment envie de voir, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, comme si j'ouvrais les fenêtres et que ça soit un écran, que ça soit... Ouais, c'est ça. À quoi avez-vous renoncé? Pour le moment, à pas grand-chose, mais peut-être au voyage. Quels sont vos plaisirs favoris? Les plaisirs favoris, c'est justement ça, c'est le plaisir de voyeur, tous les 5 sens en fait, tout simplement. Je couvre tout, j'adore bouffer, j'adore tout ce qui est charnel, j'adore tout ça. Qu'est-ce qu'on vous reproche, Christian Lacroix? D'être polymorphe, insaisissable, bigarré, pas simple, hétérogène. Ah bah, et en plus, il me grille ma dernière question, parce que c'est en même temps ce qui le distingue des autres. C'est la même chose. Voilà. Je n'ai plus de... Quelle est la partie de votre corps la plus fragile? La gorge, comme tous les taureaux. Voilà, j'ai fini, c'est bon. Dans les autres, ils disent tous du cœur. Je trouve que c'est une très belle approche en creux. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous, Virginie. De ces questions et du ton sur lesquels elles sont posées, qui est très agréable. Christian Lacroix, on est resté avec vous pendant 52 minutes. C'est pas assez. On va savoir bientôt ce qui va se passer plus précisément pour vous. Oui, c'est bien d'avoir un feuilleton live. Voilà. Et en attendant, votre haute couture présentée le 25 janvier dans l'après-midi donnera un aperçu généreux, et j'espère pas le dernier, sur votre très grand talent. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.